Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Woman Up en compagnie de Melissa Fatombi Koulibaly qui est mompreneur dans la parentalité. Elle va vous expliquer ce que ça signifie et aussi elle est entrepreneur dans l'agroalimentaire, mais dans l'agroalimentaire spécialisé pour les bébés, les nouveau-nés, avec des céréales qu'elle fabrique elle-même. Et elle a plein d'autres casquettes dans ce corps qu'elle va nous faire découvrir. Bonsoir Melissa. Bonsoir Edith. Bienvenue. Merci. Tu nous viens tout droit du Canada, de Québec. Il y a un peu de neige encore. Il y a beaucoup de neige là-bas. Oh, énormément. Oh là là, ça donne envie d'y aller? Oui, quand même. Je pense que c'est un pays à découvrir. C'est un pays à découvrir. En tout cas, bienvenue chez toi. Merci. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas revenue en Côte d'Ivoire? Presque 2 ans. Ok. Presque 2 ans qu'on s'est installé là-bas avec la famille et tout ça. Il fallait que je revienne vu que j'ai mon activité ici. Et on revient toujours si c'est pas en fait. Bien sûr. Et nous, on est heureux de t'accueillir ici. Et on va parler de ton métier. D'accord. On va parler de ce que tu fais au quotidien avec ta communauté, parce que tu as une importante communauté de femmes que tu as développée depuis des années. Oui. On t'appelle Oman. C'est ça. Et la page s'appelle Oman aussi. C'est cela. Raconte-nous un peu, déjà, j'ai dit mompreneur, ce que ça signifie mompreneur. Et puis ensuite, ta casquette dans l'agroalimentaire. Ok. Donc, mompreneur, c'est une maman, voilà. Une femme au foyer qui a sa vie de foyer, sa vie des familles et qui, parallèlement à ça, est entrepreneur. Donc, elle entreprend, généralement, c'est en ligne. Elle entreprend, elle a une activité qui est génératrice de revenus. Et puis, elle gère aussi ses enfants. Donc, elle gère tout ça de la maison? Oui, de la maison, la plupart du temps. Voilà. Okay. Et tu as commencé à être mompreneur à quel moment de ta vie? On va dire, j'ai eu le déclic quand j'ai eu mon deuxième enfant. Ok. J'ai eu le déclic quand j'ai eu mon deuxième enfant parce qu'après le premier, vous savez, après la maternité, on se pose beaucoup de questions. Il y a l'enfant qui est là, on se dit, il a besoin de moi, je ne peux plus travailler, faut que je m'occupe de lui. Voilà, j'ai de grandes responsabilités. J'ai envie de passer plus de temps avec lui. Avec mon enfant. Et arrivé un moment, moi j'ai trouvé que c'est pas suffisant. J'aime mon enfant, mais j'ai besoin d'être épanouie aussi. J'ai besoin de faire des choses qui te font plaisir. Me font plaisir. Et j'ai besoin d'avoir un peu de cash aussi. Ben oui, le cash est important, surtout pour éduquer les enfants, pour s'en occuper. Franchement. Et c'est à partir de ce moment. Donc, j'avais déjà commencé avec ma communauté et je me suis dit, écoute, Melissa, ça peut te ramener du cash. Fais-le bien. Au-delà d'apporter des solutions à des mamans, au-delà de leur faire du bien, toi-même, tu vas arriver à en vivre, en fait. À en vivre. Donc, voilà. En fait, tu avais commencé, donc, après ton deuxième enfant. On rappelle que c'est un garçon. Oui, c'est un 2 garçons et une fille. 3 garçons. 3. Ah non. Oh là, j'ai oublié le décompte. 3 garçons et une fille. Merci. La dernière. Oui. L'avant-dernière. Ok, d'accord. Et donc, au deuxième enfant, tu décides de parler sur les réseaux sociaux, de partager des conseils et tout ça. Et tu te rends compte que ta communauté te suit et ta communauté est à l'écoute de tes conseils, en fait. C'est ça. Les femmes se sont reconnues automatiquement dans tout ce que je partageais. Donc, en fait, comment ça a vraiment commencé? Moi, quand j'étais enceinte, je cherchais vraiment des sites qui parlaient de ce que nous vivons en tant que femmes africaines. Je n'en trouvais pas. C'était plus des sites européens et tout ça. Et je me suis dit, écoute, Melissa, partage ton expérience. On a beaucoup de choses qu'on vit dans le secret, qu'on a envie de partager. Surtout la charge mentale. Oui, ça, franchement, c'est énorme. Malheureusement, en Afrique, on n'en parle pas trop. Alors que, voilà, c'est quelque chose qui existe, c'est là et il faut trouver des solutions. Quand j'ai commencé à partager, j'ai vu que des femmes se reconnaissaient en moi. Exactement. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on est à plus de 71 000 mamans quand même. C'est énorme. Très actifs. Très actifs, j'ai remarqué ça. Oui, ils sont actifs. Et c'est ce qui me plaît le plus. Parce que c'est pas 71 000 personnes qui sont là, qui observent juste. Voilà. Non. Elles sont très actives, très motivées et on est comme une famille en fait. J'espère que ça va durer. Ouais, non, mais bravo déjà, ça se félicite parce que 71 000 femmes, les entretenir, les motiver et leur faire vivre en fait ce que tu vis au quotidien en tant que femme, raison pour laquelle elles se reconnaissent dans ton quotidien, dans ta vie. Exactement. Et qu'elles t'ont suivi jusqu'à présent en fait.
Et donc, à côté de ce statut de mompreneur qui entretient sa communauté, qui a envie, tu as également dans l'agroalimentaire, tu t'es lancé dans la fabrication de farine pour enfants. C'est ça. De farine locale. Comment ça s'est passé? Edith, tu sais comment ça a débuté? Mais bien sûr, non. Mais tu sais que nos auditeurs et nos auditrices te découvrent. Il faut que tu nous plonges dans cette histoire, dans cette anecdote. C'est ça. Pour tout dire, je veux souligner que Edith, elle m'a vraiment boosté sur ce pan-là. Quand je commençais, je travaillais avec toi. Oh, d'accord, j'ai commencé par le début. Donc, j'ai vu, il y avait mon petit. En ce moment, on était dans les tout débuts où tu me coachais. Vraiment, on était dans le digital et tout ça. Et j'avais vraiment pas le temps pour mon deuxième fils, pour lui faire à manger, aller voir les puéricultrices et tout. Et arrivé un moment, je me suis dit, Mélissa, grâce à ma communauté, j'avais la possibilité d'approcher les professionnels de la santé. C'est ça. Donc, ils m'ont donné 2-3 tips. J'avais même eu un cahier de recettes qui me montre un peu comment m'occuper de l'enfant au niveau de la nutrition. Donc, je suis pas là, mais j'ai pu déléguer et j'avais l'information. C'est qu'il fallait pouvoir aider mon fils. Exactement. Parce qu'en temps, il était tombé malade et tout ça. Bon. Mais moi, j'étais vraiment dans la carrière. Exactement, ouais. Voilà. Et arrivé un moment, j'ai dit, mais ça, il y a sûrement des femmes qui sont comme toi, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur bébé. Écoute, ça peut être un business. Trouver comment faire des céréales naturelles pour pouvoir les aider. On va leur livrer. Elles appellent juste, on les livre. Elles ne sont pas obligées d'aller à l'hôpital ou d'aller à la maternité pour pouvoir prendre ce qu'il faut. Et comme ça a commencé. J'ai commencé avec ma sœur. Et on a suivi tout le procédé, ce qu'il fallait. On a vraiment commencé au début avec ce qu'on avait. C'était vraiment, comment on dit ça, autodidacte. C'est ça, vous avez appris sur le tas en fait. Et puis, une vente, 2 ventes, 3 ventes. Voilà, j'ai vu qu'il y avait le besoin. Les femmes étaient intéressées. L'engouement. Et bien en plus, il y avait déjà ta communauté. Oui. Et donc, c'est parti comme ça depuis 2018. Et aujourd'hui, franchement, on vend un peu partout. On exporte même. Bravo. Et c'est quoi le nom des céréales? Les petits plats de Oman. Les petits plats de Oman que vous pourrez retrouver en ligne et qui sont vendus partout dans le monde entier. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu concurrençais, par exemple, des géants des céréales qu'on connaît? On va pas citer le nom. Comment tu t'es sentie? Parce que je me rappelle que tu travaillais aussi à une époque avec des clients dans ce domaine. Comment ils ont perçu ça? Et toi, comment tu t'es positionnée pour te différencier en fait? Il faut dire qu'arrivé le moment, il fallait que je choisisse. Ouais. Ils l'ont mal pris. Forcément. Ils sentent la concurrence. Ils l'ont mal pris. Pourtant, tu démarres juste, tu ne fais rien de mal. Franchement, non, vous ne pouvez pas franchement, vous comparez. Franchement. Ce que je faisais. Ils l'ont très mal pris. Et à chaque fois, vu qu'on avait déjà signé un contrat, à chaque fois, on me ramenait cela sur la table. Ah, maintenant, tu fais des céréales. Hein. Maintenant, tu es notre concurrent. J'ai dit, mais on peut pas nous comparer. Vous devez m'encourager. Mais c'est vrai que je vais arriver vers vous. Mais pour le moment, là, on n'est pas pareil, en fait. Donc, arrivé à un moment, j'étais obligée de choisir parce que ça commençait à devenir difficile, la collaboration. Donc, j'ai choisi mon business, malgré le fait qu'il soit petit et tout. Et puis, bon, là. Tu as fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, tu es indépendante. Oui. Tu es dans ton domaine en tant que mompreneur, qui a une communauté que tu coaches, que tu conseilles. Je sais que bientôt, forcément, tu vas sortir un livre. Oui. Ah ben oui. C'était la surprise. Ah, mais tu sais, je sais sentir ce genre de choses, forcément. Le livre, ensuite tes céréales, qui vont forcément passer à une autre étape. Oui, absolument. Absolument, tu vois. Donc, ce qui est le plus important, en fait, dans ce que je veux faire ressortir, en fait, c'est tu es parti d'un point A et tu as un point B et que tu as encore des étapes que tu t'es fixées, que tu vas forcément atteindre. Exactement. Parce que tu es une femme visionnaire. Oui. Dans tout ce parcours, est-ce que tu étais seule? On va dire qu'au début, j'étais seule. Parce que c'est moi ceux qui voyaient où je voulais aller. Et la personne qui partage votre vie au début ne comprend pas forcément pourquoi tu es quelqu'un qui tu es toujours en train de chercher à percer, en fait. Pourquoi tu t'entêtes? Voilà, c'est le mot. Et après, arrivé un moment, il a compris. Il s'est rallié. À quel moment il a compris?
Il a vu que je n'allais pas laisser tomber. Il connaît sa femme. Il a vu que j'étais vraiment entêtée et je pense qu'il a compris quand il a vu l'impact en fait que j'avais. Et il suivait ta communauté? Oui, okay. Il suivait ma communauté. Et il a vu l'impact que j'avais et il a vu comment les ventes se faisaient. Il s'est dit, écoute, les garçons là, il s'est dit, écoute ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cracher là-dessus. Et il a commencé à s'impliquer, mais vraiment. J'ai envie de dire corps et âme. Il a commencé à s'impliquer jusqu'à maintenant. Il veut me dépasser même. Waouh, ça c'est bien. Ça. Voilà. En fait, avoir le soutien de son compagnon dans cette étape de sa vie, parce qu'en plus tu avais accouché, tu avais un autre enfant, et ensuite tu es en train de te développer. Oui. Tu développes une autre carrière dans laquelle ton corps et ton âme s'y trouvent, et surtout ta passion. Et tu as ton compagnon qui te rejoint donc dans ce train vers une belle destinée. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez émigré au Canada. C'est ça. Je pense qu'on va laisser d'abord la partie du Canada pour la deuxième étape. Il n'y a pas de problème. On va se concentrer sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ce... Parce que après le deuxième... Il y a eu la troisième. Il y a eu la troisième. La fille. La fille qu'on a beaucoup plus vue. Oui. Sur Internet, qui était un peu une forme d'égérie. C'est ça. Parce que même au-delà de l'égérie pour la communauté au Mans, la communauté Facebook que tu as créée, égérie pour tes céréales. Oui. Tu as fait vivre en tant que mompreneur l'évolution de ta princesse à ta communauté. Comment tu l'appelles au niveau de ta communauté? Comment la communauté l'appelle? C'est Kimi. Kimi. Donc, tu as Kimi qui est devenue une star. Oui, une star. Elle m'a dépassée. Parle-nous de ça. À quel moment tu as décidé de beaucoup plus exposer Kimi par rapport aux deux premiers garçons? On va dire que quand j'avais pris la décision dans le temps de me consacrer totalement à mon activité et de ne vivre que de ça, je me suis dit, Mélissa, allez, tu mets le double. Tout ce qu'il faut, vraiment, tu vas communiquer sans faux fuyant, tu vas être transparente. Voilà, transparente. Et voilà, je suis tombée enceinte. Et généralement, quand on est en Afrique, quand tu es enceinte, on dit non, il faut te cacher, il ne faut pas montrer, il y a ceci, il y a cela. Et moi, je me suis dit, je vais montrer. Parce qu'il y a des personnes qui veulent voir. C'est comme ça que c'est parti. J'ai montré le début jusqu'à ce que j'accouche. J'ai tout montré. Et aujourd'hui, moi, les femmes, elles ont l'impression d'être la maman de Kimi. C'est ça, sa marraine, ses marraines, pardon, ses tantes. C'est ça, ses tantes. Elles prennent toujours sa défense et tout ça parce qu'elles ont vécu l'accouchement depuis la grossesse, elles ont vécu la maternité depuis la grossesse. Elles ont vu ton masse de grossesse que tu as partagé. Oui, jusqu'à l'accouchement. Je partageais tout, vraiment tout. Et puis, voilà, j'ai vu que ça plaisait. Et puis, bon, voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce que tu as travaillé dans la communication digitale, tu sais comment ça fonctionne, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu peur de trop exposer Kimi par rapport à ce qu'on voit comme, on va dire, conseil et appréhension à trop exposer ses enfants? J'ai eu un peu peur à un moment donné. Et raison pour laquelle aussi, je pense que pour mon dernier, je l'expose pas. Oui, si, on a remarqué. Oui, je l'expose pas un peu trop. Et puis après, je trouve que la vie est un peu plus facile pour les hommes. Et donc, ma fille, d'abord, c'est clair. Elle a besoin qu'on puisse. Non, mais ça, c'était déjà l'égérie, en fait. Si, oui, on va pas changer l'équipe qui gagne. Donc, j'ai eu un peu peur quand même. Et après, bon, moi, je suis croyante. Je prie beaucoup. Je prie pour mes enfants aussi. Voilà. Donc, je me dis, bon, si c'est sa destinée, si c'est quelque chose qui doit être fait, bon, Dieu fera ce qu'il faut. Donc, voilà. Et est-ce qu'entre-temps, donc à l'arrivée de Kimi, tu as eu l'occasion de rencontrer ta communauté à certaines occasions? Oui. Est-ce que tu avais ce contact aussi physique en dehors du digital avec ta communauté au Mans? Oui, on a fait, bon, c'est à partir de là que j'ai fait notre premier dating, qui est au Mans Dating. Ok, tu vas nous en dire plus pour la suite. Au Mans Dating. Oui. On a eu notre première rencontre où j'ai vu que ça a été bien accueilli. Apparemment, les mamans voulaient se rencontrer, elles voulaient me voir, qu'on puisse discuter et tout ça. Et on a eu notre première rencontre, c'était vraiment fabuleux. Ça a été au-delà de mes espérances. Et je me suis dit, bon voilà, il faut que chaque année, on répète ça. Et très bientôt, on a la deuxième édition. Ok.
Et franchement, je peux vous dire qu'on est déjà sold out. Ouais, bravo. Il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets. Vous allez rester debout dehors. Non, on continue de me demander pardon. Il dit pardonnez, il n'y a plus de billets. C'est bon. Et c'est quoi les Woman Dating? Le Woman Dating, c'est un espace où on se retrouve entre mamans. On ne veut pas d'enfants, on ne veut pas de mari, on ne veut pas quelqu'un. On veut des mamans et des futures mamans qui viennent déstresser, parler des sujets qui nous stressent au quotidien. Parler de la charge mentale. Parler du fait que, voilà, quand on est maman, on peut toujours rêver. C'est pas parce qu'on est maman qu'on ne peut pas... Le monde ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas. Et que si vous êtes épanoui, vos enfants aussi seront épanouis. Exactement. Mais une maman qui n'est pas épanouie ne peut pas vraiment éduquer ses enfants comme il le faut. Il y a quelque chose qui va manquer. Exactement. Il y a de l'amour qui va manquer. Vous n'allez pas pouvoir les traiter avec tact. En fait, il y aura quelque chose. Il y aura un manque parce que si vous n'êtes pas heureux, ça va réjaillir forcément sur vos enfants et même sur votre compagnon aussi et votre vie de couple également. Donc je me suis dit, en attendant que vous ayez vraiment la capacité de pouvoir vous accorder du temps vous-même, 2-3 fois ou bien une fois par mois, on commence tout doucement. Au moins, on va se retrouver une fois par an, quand à la fête des mères, où on choisit un mois dans l'année, un jour, on se retrouve et on se fait du bien. C'est ça. On parle avec des femmes qui ont dépassé certains stades, qui ont réussi à faire ce qu'il faut pour pouvoir être épanouies. C'est pas impossible, c'est possible. Elles vont vous partager les skills, vous dire leurs secrets, tout ça. Et puis ça peut vous aider. C'est l'information qui fait la différence. Si moi j'ai pu, vous pouvez également. Et ça, en fait, c'est véritablement un endroit pour s'écouter. S'écouter, s'amuser. S'amuser. Donc, il y aura de la musique, il y aura des artistes, des jeux, ce genre de choses. Des jeux, la musique. L'année prochaine, on va inviter un artiste, ça c'est sûr. On aura des jeux, on aura de la musique, on va faire des challenges, on va danser, franchement. Wow, ça promet. Oui, on s'amuse beaucoup. À Woman Dating. Et c'est le 4 novembre, c'est ça? Le samedi 4 novembre, à quelle heure? À partir de 14h. À partir de 14h. Et nous, on a démarré à 14h et on s'est rapproché de la pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien sur Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. À tout de suite. Life Radio. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission et nous sommes avec Melissa Fatoumbi Coulibaly, mompreneur dans la parentalité et également entrepreneur dans les céréales pour enfants. Une femme épanouie qui nous vient tout droit du Canada, elle est ivoirienne. On oublierait presque qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire tellement et ça nous fait vivre le Canada et nous partager ses péripéties au quotidien. Et ça fait plaisir de te recevoir donc sur ce plateau, dans ce studio de Woman Up. Bienvenue. Et on partage avec toi donc le début de ton parcours en tant que mompreneur, comment ça a démarré avec ton deuxième enfant. Et ensuite le troisième, la communauté des Homons sur Facebook qui est très active. Vous avez un groupe WhatsApp aussi? Non. Ça fait beaucoup, 70 000 personnes. C'est beaucoup. C'est, j'imagine, les sollicitations au quotidien, des messages. Est-ce qu'à certains moments, je sais que tu avais eu des messages de femmes battues, qui cherchaient refuge, de conseils. Comment tu gères toute cette sollicitation au quotidien? Je fais ce que je peux. La façon dont tu vas respirer ensemble, que tu fais ce que tu peux. Parce que là, moi-même déjà. Mais là, les femmes, surtout des femmes qui ont besoin d'écoute et qui ont beaucoup de difficultés au quotidien, qu'elles masquent aussi. Oui. Et tu as une épaule sur laquelle elles peuvent se tourner et tout. Comment tu gères? Pour tout dire, c'est vraiment prenant. Et ça je sais pas comment expliquer. En fait, vous donnez beaucoup de vous parce que le fait d'emmagasiner, d'écouter vraiment beaucoup de problèmes chaque jour, arrivé un moment, pour tout dire, j'avais commencé à saturer. Oui, c'est de l'énergie que tu prends aussi. Oui. Et j'ai commencé à arriver à un moment à dissocier les choses. Donc, il y a ce que je prends et il y a ce que je n'accepte plus de prendre. Qu'est-ce que tu n'acceptes plus de prendre? Par exemple, pour des problèmes qu'on doit gérer, par exemple, si c'est une femme qui est battue, si c'est une femme qui est maltraitée, des trucs qui a besoin d'argent, d'assistance. Et tout. Moi, je vais les emmener directement vers la Ligue pour tout ce qui est
qu'on appelle La Ligue des femmes. La Ligue des femmes, pour tout ce qui est une femme qui est... De violences sexuelles et ce genre de choses. Je les ramène là-bas, je ne peux pas gérer. On salue Megan et toutes les femmes de la Ligue, par ailleurs, et puis aussi Stop au chat noir aussi, avec Bénédicte Joanne. Et tout ce qui est vraiment manque de confiance en soi, comment se relever après la maternité, comment gérer ses enfants, si on peut discuter, je le fais. Pour le moment, je me dis, je suis disponible, je peux parler avec elle. Mais je sais qu'à la longue, ça sera un peu difficile. Peut-être que je vais devoir déléguer, trouver des personnes et tout, mais ça me plaît vraiment d'être proche de ma communauté. Et je pense que c'est ce qui fait ma particularité aussi. Le fait qu'elle puisse sentir que je suis là et qu'elle parle directement avec moi et que j'arrive à comprendre ce qu'elle vit parce que je suis peut-être passée par là ou pas. Et puis bon. Est-ce que tu as des histoires, tu as une histoire qui t'a marqué tout au long de son parcours parmi ces nombreuses femmes qui te suivent, qui demandent tes conseils, qui ont vécu des choses? Est-ce qu'il y a une histoire que tu n'oublieras jamais? Oui, là c'est venu tout de suite dans ma tête. Tac. Il y a une histoire même qui m'a... Ça m'a révoltée. Et j'ai pas compris pourquoi. C'est une femme qui disait que son mari, elle vivait avec le monsieur et le monsieur, en fait, il touche ses filles de ménage. Oh, merde. Il touche ses filles de ménage. Et elle est entrée en confrontation avec lui. Vous savez, quand les femmes elles sont amoureuses, là, c'est compliqué. Ce qu'on lui dit, elle ne croit pas. Quand on est amoureuse, on se voile la face ou bien on est bête. Elle ne croit pas. Et elle essayait de confronter sa fille de ménage. Son mari lui dit, mais non, elle ment sur moi. C'est rentré, c'est sorti. Elle avait remarqué qu'à chaque fois que les filles venaient, elle partait de 1 mois, 2 mois. Et le comble, le monsieur, il ne travaille pas. Voilà. Donc, il ne travaille pas. C'est elle qui prend tout en charge. Elle fait ce qu'il faut. Elle fait tout pour que le foyer puisse marcher. Elle se débat. Et puis lui, il touche les filles. Il touche les filles de ménage. Et à cause de toi, les filles partent. Moi, je ne peux pas bien travailler. Je ne peux pas faire mon travail. J'ai un enfant de 2 ans. En plus, elle avait un enfant. Wow. Généralement, je ne m'immisce pas dans les histoires de foyer. Mais ce jour-là, je lui ai dit, écoute, si ça ne va pas, barre-toi. C'est tout. Parce qu'il ne te respecte pas. Il ne te mérite pas. On ne peut pas prendre quelqu'un qui vient pour t'aider, pour que toi, tu puisses travailler, pour garder votre enfant. Et lui, derrière, il touche toutes les filles. Ça n'a pas de sens. C'est un manque de respect. Et en plus, il ne fait rien. C'est pas une affaire de non, si je fais ça, je ne vais pas avoir de foyer, on va me juger. Non, il n'a aucun respect, c'est tout. Il n'a pas de respect. Et en plus, tu te fais du mal parce que tu auras des ressentis après. Tu vas penser que c'est toi qui fais mal les choses et que tu mérites cela. Pourtant, non. Mais en plus, il va te donner des maladies. Je ne sais même pas si tu faisais des préservatifs, par exemple. Et tout dernièrement, elle m'a écrit, elle m'a dit, écoute, au moins, j'ai pris la décision. Il est parti. J'ai dit, ça va, tu es sûre que tu t'en sors, c'est pas facile, si tu es sûre, je ne sais pas si tu es chrétienne, si tu peux en parler, parle aux gens, parle à quelqu'un qui peut t'écouter, parler, se vider, ça aide. Si tu peux prier, prie. Elle m'a dit, ça va, j'ai fait mon deuil. Mais de temps en temps, j'y pense. Mais vraiment, merci parce que tu m'as aidé à me libérer de quelque chose qui m'enfonçait. Oui. Vraiment, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et tu t'es rendu utile aussi. Oui. J'ai plein d'autres histoires comme ça, des femmes qui vivent des choses mais horribles. Oui, au quotidien. Et elles ont besoin d'en parler, comme tu le dis, il y en a qui ont honte. Il y a la honte qui fait, elles ne peuvent pas trop exposer, elles ne peuvent pas expliquer. Mais elles se disent qu'avec toi, elles peuvent vraiment se décharger, en fait. De toutes les façons, je ne vais pas aller dire quelque chose. C'est ça, exactement. Tu vas pas venir faire oh les cœurs, mettez les cœurs, vous racontez les histoires. Voilà. Et donc, elles arrivent à me parler, mais à cœur ouvert. Ouais. Et quand je peux donner un conseil, quand je peux apporter quelque chose, je lui dis. C'est quoi ta nature, Mélissa? Je vais dire en 3 mots, si tu dois te définir en 3 mots, c'est quoi ta nature? Je suis une fonceuse. Là, ouais, sourire comme ça, elle est tout le temps de sourire, mais c'est une bosseuse, hein? Je suis une fonceuse. Ah oui, ça, je peux confirmer. Et moi, je suis... C'est une femme de mission. Je suis loyale. Et on va dire, je suis très empathique. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est ça que je voulais que tu te dises. En fait, tu es très empathique. Ça me fatigue. Moi, je suis empathique. Ça me fatigue aussi. Je suis très empathique comme toi. Fatigue. C'est pour ça que j'ai demandé si il y a les énergies que tu prends. Parce que gérer des femmes au quotidien, c'est beaucoup d'énergie. Des fois, tu as envie de secouer. Réveille-toi. Oui. Si la personne en face de toi ne comprend pas. Ah, c'est compliqué. Il faut trouver les mots pour parler. Pas trop choquer, mais faire comprendre et tout. Donc, quand ça commence comme ça, il y a mes amis à qui mon amie l'allié Tatiana, que je salue au passage. Quand ça me dépasse, les filles, voilà. J'essaie d'expliquer sans dire le nom de la personne, bien voilà.
Elles me disent, Mélissa, toi, tu prends beaucoup, hein? Moi? Depuis, je l'ai jeté. J'encaisse. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident au quotidien parce que, en général, ça, c'est le travail de psychologue et tout. Mais on est entouré, en fait. Et avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de toucher tellement de personnes et les personnes ont la possibilité de nous toucher également. Et si elles sentent qu'avec toi, elles sont à l'aise, elles peuvent parler et que tu peux être d'une aide, forcément, tu vas attirer naturellement. Exactement. Et donc, le 3e enfant, qui est une fille, Kimi la princesse. Kimi DG. Ah, Kimi DG, elle souriait jamais au début. Pas du tout. Elle souriait jamais, maintenant elle sourit un peu. Oui, elle sourit. Elle fait la pause, tout ça. Ah, c'est un vrai mannequin. Oui. Vous avez même fait des campagnes pour Kiabi, vous avez été égérie et tout ça. Pour Uniwax. Pour Nivea, plein de marques. Et j'ai vu que monsieur était à fond aussi. Il a compris, il a suivi. Ah oui, mais c'est money, c'est l'argent, c'est money. Et en fait, comme on dit, vous êtes une équipe finalement. C'est cela. Et une équipe qui, à un moment donné, a décidé de dire, OK, nous, on prend nos bagages et on va vivre au Canada. Pourquoi ce choix? Pourquoi quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Canada? This is a question today. C'est sur $1,000. Yes. En fait, pour tout dire, mon époux et moi, M. Koulibaly, je vous salue. Bonjour M. Koulibaly, bonsoir M. Koulibaly. Notre mission, c'est de faire en sorte que nos enfants soient très bien éduqués et qu'on puisse leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour être de bonnes personnes demain. Et on a regardé. La vérité, il n'était pas d'accord. Au début. Ah bon? Ah, c'est lui qui a proposé? Oui, on a discuté, mais pendant des années, c'était comme un projet. Combien de temps? On va dire 3 ans. Waouh! 3 ans, parce que moi, je ne voulais pas partir. Je dis non, moi, je ne peux pas partir. Bonne abidjanaise comme ça, aller dans le froid. Comment? Je ne peux pas. Pendant 3 ans, il a essayé de me convaincre. Et à chaque fois, il me disait, quand il y a un projet, quand il y a quelque chose, on discute comme si c'était une entreprise. J'apporte tes arguments, j'apporte les miens. Donc, pendant 3 ans, on était là. Il m'envoie les arguments. Back and forth. Il envoie. Aller-retour. Il envoie. Et arrivé un moment, je me suis dit, écoute, tu as raison. C'est vrai, on veut une bonne éducation pour nos enfants. C'était quoi principalement ces arguments et qui ont fait que finalement, tu as penché et que vous avez pris vos bagages? On veut que les enfants aient une bonne éducation. Déjà, qu'ils aillent dans des meilleures écoles. Et ce que nous, on n'a pas pu faire, on aimerait qu'ils puissent faire ça. Voilà. Bon. Quand tu dis meilleure éducation, le ministère de l'Éducation... C'est à cause de ça depuis ça. Je ne sais pas si je dois dire ou bien. Non, vous cherchez le meilleur de toute façon. Même en Chine, ils cherchent les meilleures écoles dans des universités américaines ou autres. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, on avait la possibilité de mettre de l'argent de côté, les mettre dans les grandes écoles qu'on voulait. Ou soit on atterrit là-bas avec nos bagages et puis on fait ce qu'il faut. Ils font tout le cursus scolaire et tout. C'est ça. Donc Mais et vous-même? Je veux dire, oui, pour les enfants. Mais est-ce que vous avez sacrifié quelque chose finalement de vous deux? On a sacrifié beaucoup. Parce qu'on a laissé la famille ici, on a laissé nos amis, on a laissé, j'ai pas envie de dire notre confort, mais on a laissé... Nos habitudes pour aller dans un endroit qu'on ne maîtrise pas. Ils ont une autre manière de vivre, ils ont une autre manière de faire les choses. C'est comme si on était des nouveaux nés au Canada. Exactement. Donc, l'adaptation n'a pas été facile aussi. Déjà, est-ce que le processus a été facile? Quand tu as dit oui, allons-y. Ça vous a pris combien de temps pour partir? On va les papiers. Qu'est-ce que vous comptiez faire comme travail là-bas finalement? Ça vous a pris combien de temps? On va dire 1 an. Ok. 1 an et on a eu nos papiers. Voilà. Et donc, vous saviez déjà ce que toi et ton époux, vous alliez faire comme travail là-bas, ou c'est lui ce qui allait travailler, toi tu allais être mompreneur? Ok. On s'est déjà entendu, parce que moi j'ai dit non, je vais. Tu continues ton business? Continuer mon business, aller à l'école pour me former, et puis que la vision est grande. Donc ça sera, comment je vais dire ça? Ça sera une continuité. C'est ça. C'est comme ça qu'on a, et lui il va travailler, c'est comme ça qu'on... Mais à la longue, on va entreprendre nous deux ensemble. Oui, forcément, ce qui a commencé à Abidjan, oui, il était impliqué, il va forcément continuer à un moment donné, le temps de rassembler les fonds. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas comme métier?
Ok, d'accord. Je sais, j'ai déjà l'information. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, après ce passage, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé la première fois que vous êtes arrivé de votre maison. D'accord. Vous avez débarqué, chez nous on dit vous êtes des Gbao, vous êtes des Gaou, les premiers Gaou au Canada. À Québec, je précise, on parle français à Québec. C'est ça. Comment ça s'est passé la première fois quand vous avez débarqué à la maison? Avec les 3 enfants, hein? Avec les 3 enfants. J'imagine le voyage. Wow. C'était pénible, long, parce que c'est carrément 24 heures. Oui. Avec les escales et tout ça. On était préparés, on a fait ce qu'il fallait, prévu tout ce qu'il fallait. Nous, on était préparés psychologiquement. Mais par contre, on n'en avait pas parlé avec les enfants. Ah! C'était genre pas en vacances. Oui. Mais vous êtes grave, vous, là! Pour ça, on ne l'a pas dit aux enfants. Attendez, c'est comme, ça me fait penser à une histoire, une petite blague où on dit, en fait, les enfants, en fait, le bébé, on le soulève, il dort dans la chambre, et puis il se réveille, il est au marché. C'est qu'il ne sait pas où on le transporte. Donc, ils ont découvert plus tard que sur place, on allait rester là. Vous allez rester. Mon premier fils... Ils avaient quel âge déjà au moment où ils arrivaient? Il avait 3 ans, 3 ans et demi. 3 ans, oui, 3 ans. Karl avait 6 ans, 7 ans. Et Daniel, mon aîné, il avait, je pense, 12 ans et demi, 13 ans. Lui, par contre, il a senti passer. Okay. Parce qu'on leur a dit, bon, voilà, comme chaque vacances, on part en vacances avec les enfants et tout, on leur a dit, bon, cette fois-ci, on va voyager, on va dans un autre pays. C'était tout content. Et quand on est arrivé à Bruxelles, on a dit à l'aîné, on s'en va dans un autre pays, on ne va pas revenir. C'est un peu traumatisant quand même. Il n'a même pas dit au revoir à ses amis. Il avait le regard perdu, mon fils. Mais en fait, les enfants, si tu leur dis là tout de suite, ils vont dire à tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ils vont dire à tout le monde. Alors qu'on c'était vraiment... Surtout qu'on est en Afrique, mon cher. On faisait dans le secret, tout doucement et tout ça. On voulait nous-mêmes aller voir aussi, être bien posés avant de pouvoir en parler convenablement. Moi, je pense que ça lui a fait un choc. Ouais, forcément. Mais aujourd'hui, ils sont épanouis, ils refusent de revenir ici. Moi, je lui ai dit... C'est trop chic là-bas. Non, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent rien savoir. Surtout le deuxième me dit, maman, non, moi, je ne vais plus là-bas. On peut régner son pays comme ça, la Côte d'Ivoire. La canne de l'hospitalité va se tenir dans ce pays. Le petit, il est exagéré. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il est petit. Ouais, parce qu'il avait 10 ans. 7 ans. 7 ans quand il est parti. Oui. Là, maintenant, il a 10 ans. Non, il a 9 ans. 8 ans. 8 ans et demi. Ok. Dès qu'il vient. Ils sont devenus Canadiens. Oui, bon, on va dire on a 2 ans encore à faire avant d'avoir la nationalité. Ils sont parfaitement intégrés à l'école, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Là-bas, c'est les enfants qui sont au cœur de tout. Les enfants qui sont... On va dire qu'ils ont plus Ce sont les rois, les enfants, là-bas. Voilà, on ne les touche pas. On ne les touche pas. On met tout à leur disposition. Oui. Sincèrement. Et... Pour tout dire, c'est vrai que quand on est arrivé, parce que je m'avais posé la question, quand on est arrivé, on était tout contents. C'était en été, c'était super. On se baladait. Le teasing de l'été qui allait vous blaguer. On voyait les choses, on voyait... c'était trop intéressant. Et je pense que c'est ce qui a créé le 4e bébé aussi. Ah oui, la fraîcheur, l'hiver. Et le 4e arriva. Et le 4e, on va en parler dans la dernière partie de cette émission, dans la suite, parce que c'est une mompreneur qui est hyper active, mais c'est une mompreneur finalement qui mêle en même temps sa vie de femme et son business, et également son conjoint. En fait, c'est un empire. Et ça me fait penser à quelqu'un. Mais on en parle dans la suite. D'accord. Vous restez connectés. Vous êtes bien sûr Live Radio, la 107.7. Et vous suivez Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. À tout de suite. Live Radio. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission et j'espère que vous passez un très bon moment avec notre invitée du jour, Melissa Fatou-Bi Coulibaly, mompreneur et également entrepreneur dans l'agroalimentaire, dans les céréales spécialisées pour les bébés, les poudres pour bébés. Et elle nous parlait donc de son immigration au Canada avec sa famille, ses enfants, ses 3 enfants. Il y a un 4e qui est né sur place là-bas. La fraîcheur du Canada aidant, les -5 et les -10 degrés aidant. Le 4e est arrivé, c'est un petit garçon. On a des -30. Hein. Des -30. Mais en fait, tu mets pas tu mets pas le pied dehors en fait. Mais si, on sort. Attends, mais tu gèles un bout de ton... Tu ne dois rien faire sortir en fait.
À ce moment précis, moins 30, les enfants vont pas à l'école? Ils vont à l'école. À moins 30? Oui. Purée. On ne va pas à l'école, on ne sort pas quand il y a des tempêtes de neige. Ok, les blizzards et tout ça. Sinon, même si c'est moins 50, Moins vous 50. allez sortir. Purée. Franchement, c'est à ce Il y a moment-là. des vêtements adaptés. Mais est-ce que c'est pas à ce moment-là que Abidjan te manque? Oui, beaucoup. Et surtout quand il fait nuit à 16h. Là, ça me fatigue. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vécu un peu de, on va dire, disons le mot dépression, ton envie de retourner, ou vraiment ta famille d'Abidjan, tes amis d'Abidjan, en tout cas Abidjan te manquait? Oui. Il a vite répondu. Oui, on va dire, quand l'été est passé et qu'on est rentré dans l'hiver. Ah ouais. Ou chacun de son côté? Ah non. Et c'est en ce moment que j'ai su que j'étais enceinte également. J'ai fait une dépression. C'est clair. En fait, tu n'avais pas prévu de faire un 4e enfant? Non, c'était pas prévu. Moi, je partais, je me formais, tac, tac, je touchais tout ce que je pouvais faire comme formation. On développait l'activité sur place. Tu étais sûre que tu as lancé une fusée, lancée comme ça. C'était clair dans ma tête. Et voilà, ça arrivait. Alors que chacun enfant, c'est plus de 9 mois de ta vie. C'est 2 ans. Voilà, j'avais un à côté de moi qui nous a rejoint, mon petit assistant Noah. Mais c'est 2 ans en fait. 2 ans de ta vie. 2 ans. Et ça m'a cassé, mais ça ne m'a pas trop freiné dans mon élan. Parce que le fait que je sois enceinte m'a ouvert encore l'esprit sur d'autres choses. Et donc, j'ai même eu à parler avec des professionnels de la santé. Moi, je pensais que les groupes de parole, c'était juste dans les films. Voir un psychologue, c'était dans les films. Mais non, ça m'a beaucoup aidé de discuter avec des professionnels, parler de ce que je ressentais, faire sortir ce qu'il y avait à faire sortir et tout. Parce que finalement, dans le sens inverse, avant que tu arrives au Canada, c'est toi qui écoutais les autres. C'est toi qui parlais avec les autres, qui les écoutaient et tout ça. Exactement, c'est ça. Et moi, je suis arrivée dans un autre espace où c'est moi qui parle et puis on m'écoute. Et des fois, je pense que j'avais ma nutritionniste. Quand vous êtes enceinte, vous avez la possibilité d'avoir une nutritionniste qui vous suit. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Ah, c'est chic le Canada. Ma nutritionniste était devenue ma psychologue aussi. Wow. La dame souffrait. Wow. Quand elle vient qu'on doit parler d'alimentation, je lui parle de tout. Je lui dis, vous connaissez la Côte d'Ivoire? Je lui montre des photos. Vous connaissez Drogba? Vous connaissez Assini? Jacquesville? Il y a ça ici, il y a ceci, il y a cela. Elle dit, ah, c'est beau. Je dis, vous savez, nous, moi aussi. En fait, je lui parlais de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Je lui disais, mon pays me manque. Elle me disait, bon, c'est parce que vous êtes enceinte. Vous allez accoucher, vous allez voir, la pression va redescendre, vous allez voir le pays d'une autre manière et tout. Vous allez bien vous y sentir, ça viendra. Et puis, évidemment, quand j'ai accouché, les choses se sont passées. Et c'est bien. Aujourd'hui, tu te sens un peu plus épanouie et intégrée là-bas. Un peu plus épanouie et intégrée. Et puis, j'ai un peu de visibilité quand même. Et puis, on parle de la visibilité parce que là, maintenant, tu as une communauté. Il y avait une communauté déjà au Canada, des Homos, qui t'ont accueilli. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait des mamans qui me suivaient, mais qui étaient au Canada, au Québec. Il y en a qui ont cherché à me rencontrer. On a fait des choses ensemble. Et elles me disent, mais Mélissa, il faut qu'on fasse un moment dating au Québec. On est tout le temps seuls, on veut sortir. Et tout, je leur ai dit, attendez, on finit avec Abidjan. C'est ça. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Et finalement, donc, tu as intégré. Tu as une communauté au Mans là-bas. Tu t'es fait aussi de nouvelles connaissances, des amis. Comment ça s'est passé, en fait, cette intégration, toi et ton époux, avec, on va dire, une communauté? Il y avait des enfants, eux, qui se sont intégrés dans leur école, avec leurs amis et tout. Les enfants, c'est assez facile pour eux. C'est pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Comment ça s'est passé, cette intégration? Les dîners, on vous invitait à des dîners, des réceptions. Comment ça s'est passé? On nous invitait au début. En tout cas, ils se sont bien occupés de nous. On nous invitait. On est arrivé pratiquement en été. Donc, quand il y avait des anniversaires ou des fêtes et tout ça, on nous invitait. On partait, on parlait un peu, on va discuter. Mais bon, ce qui n'est pas... Il n'y a pas la chaleur de Babi. Ça peut jamais être pareil à Papi, s'il vous plaît. Il n'y a pas la chaleur de Babi, mais on se retrouvait quand même. C'est ça. Et puis, ils nous donnaient des tips pour pouvoir tenir pendant les moments de solitude, parce qu'il y a beaucoup de solitude, il n'y a pas de chaleur. Parce que j'ai entendu beaucoup de solitude qui revient beaucoup. Je vois même ça sur TikTok. Beaucoup de solitude. C'est dû à quoi, cette solitude au Canada? Parce qu'on les a éduqués, élevés comme ça. C'est des gens qui sont très seuls, sont tout le temps seuls. Ils n'ont pas les relations parents-enfants, c'est pas comme chez nous ici. C'est ça.
Ils sont pas très fusionnels. On apprend très tôt à l'enfant à être autonome. À être autonome, à gérer seul. Déjà à 7 ans, 8 ans, ton enfant peut rester seul dans la maison. Ah, ça. On lui donne une formation, il quitte à l'école, il vient, il apprend à chauffer sa nourriture, il mange, il allume sa télé, il étudie seul. Ah, ça. Voilà, c'est fini. Ah, mais ici, à 8 ans, c'est maintenant l'âge l'enfant. C'est maintenant l'âge l'enfant. C'est maintenant on te dit, tu rentres, t'as 16 heures. Et puis on te suit partout, tu vas, tu fais quoi et non, les enfants, ils sont très rapidement autonomes. Rapidement. Et est-ce qu'il y a une anecdote, en tout cas c'est l'anecdote des premiers arrivés, hein, quand tu arrives nouvellement dans un pays, des mécanismes que tu ne maîtrises pas. Par exemple en France, tu arrives, tu pensais que ce serait la même température, tu tombes dans la fraîcheur, ou bien tu as des escaliers roulants, et des choses comme ça. Est-ce que il y a une anecdote de gawa, comme on dit ici, que vous avez vécu, ton époux et toi, ou bien toi seul? Plusieurs. J'ai raconté 2. La première, c'était 2 jours après notre arrivée. 2 jours après notre arrivée, on était sortis, on était perdus. Là-bas, c'est vraiment, on se déplace avec le GPS. Ici, nous, on a grandi ici, on connaît la route. C'est ça. On n'a pas forcément, on n'utilise pas forcément le GPS. Donc, on met le GPS, on veut aller dans tel endroit, on part. Et tellement on tournait sur nous, il y a la police partout. Ils ont commencé à nous suivre. On dit, vous êtes suspect, vous tournez comme ça. Avec beaucoup d'enfants comme ça. Mais oui. Mais c'est madame. Puis, ce jour-là, mon chéri, il avait porté les boubous des Congolais. Oh là là. Là, vous êtes fiché, là. Et ils ont mis la sirène. Et nous, lui, il veut garer, il veut monter sur le trottoir. Là-bas, ça se fait pas. Rester sur la route. Faut le voir serré. Comme le chauffeur de voir. Bien serré pour se mettre là-bas. Et la dame, c'était une policière, elle est arrivée. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez donner les papiers du véhicule? Elle dit, vous êtes en infraction, on ne monte pas sur le trottoir. Il dit, je ne sais pas. Il est arrivé. Elle dit, non, ici, c'est pas comme ça. Si vous voulez garer, vous mettez là, il n'y a pas de problème, c'est correct. Ah, ok, d'accord. Pardon, chef. J'ai compris. On a remarqué que vous tournez, vous êtes perdu, il y a un souci et tout. Donc, on a expliqué. Elle nous a laissé, elle dit, pour cette fois, on vous laisse, on te prend tes pièces, on va checker. Ils vont, je ne sais pas comment ils font, ils checkent, ils regardent. Ils ont toutes les données. Hein. Toutes les données. Vous êtes sûrement, vous êtes entré quand, pour voir si on n'a pas menti peut-être. C'est ça. Voilà. Et la deuxième anecdote, on était au supermarché. J'ai laissé mon chéri et les enfants dans la voiture, je voulais faire un truc rapide. Je reviens, la police. Hein, encore? Ils ont garé comme dans les films là. Des moments comme ça. Il dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Oui, madame, vous avez laissé les enfants dans la voiture. Je dis, mais non. Il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous signaler qu'il y a des enfants qui sont seuls dans la voiture. Ça ne se fait pas ici. Donnez-moi vos pièces. Je dis, mais le monsieur, il est couché derrière. Ouais. Les enfants ne sont pas seuls. Et tout. Elle dit, prochainement, il faudrait qu'il puisse se mettre en évidence parce qu'ici, c'est pas trop. C'est chic le Canada. D'accord, ok. On va se mettre en évidence. Mettez-vous en évidence partout. Donc, depuis ce jour, voilà, on a repris. On laisse les enfants seuls dans la voiture, on les laisse pas. Même s'il y a une grande personne à côté, il y a toujours une personne en évidence pour montrer que vous êtes là. Sinon, ils appellent. Ok. On a notre invité qui nous a rejoint et qui est très volubile. Il s'appelle Noah. Et donc, les Canadiens, ils sont comment? Ils sont globalement très seuls. Ok. Des gens qui est-ce qu'ils sont comme à Paris où quand tu dis bonjour, on te répond pas? Non, on répond pas. Quand tu demandes ton chemin, on te répond pas. On a le visage serré. Ils répondent pas. Purée. Même quand tu vas dans les supérettes, tu vas à la banque. Bon, à la banque, ça va, ils répondent. Mais tu vas dans les supérettes, tu vas dans les endroits, tu trouves des gens, tu les salues, ils ne répondent pas. Waouh. Ils n'ont pas le temps. Est-ce que c'est parce que c'est du côté francophone? Vous êtes allé du côté anglophone aussi? Francophone. Anglophone, c'est différent? Bon, on n'est pas encore allé là-bas, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais pour les quelques Omans qui m'ont déjà appelé, parce que là-bas, les mamans m'appellent aussi pour me dire, écoute, Mélissa, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Oui. Parce que ici, là, voilà comment ça se passe. Elles expliquent un peu leur vécu et tout. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Ils sont très forts, ils sont très seuls, c'est des gens qui sont... Et ils sont bien seuls, apparemment. Ils sont heureux comme ça, tous seuls, solitaires et tout. Solitaires. Tu ne verras pas les enfants jouer dans la rue. Non. Ouais. On veut jouer, on va au parc. C'est ça. Vous êtes au parc, vous rentrez chez vous. Les enfants ne font pas de bruit. Tu vois, dans une maison, il y a peut-être 3, 4 enfants, mais ils ne font pas de bruit. Mais chez nous, là... on sent la vie chez nous, on sent la vie. Et c'est quoi la prochaine étape pour Oman,
pour les petits plats d'Aumont. Donc, ta marque de céréales locale avec la farine locale pour enfants. Et toi, en tant que mompreneur, ta communauté qui se développe, c'est quoi la prochaine étape? Au Canada, en Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs dans le monde? Oui, qui sait. La prochaine étape, c'est terminer de me former. Donc, j'ai commencé une formation en transformation agroalimentaire parce qu'on veut faire sortir d'autres produits, vraiment des dérivés sur tout ce qui concerne l'alimentation de l'enfant. Et ce 4 novembre même, on a le lancement de 2 autres produits qu'on a développés. Ça sera au mois d'été qu'on va présenter à notre communauté. Et on veut ramener un peu d'Abidjan au Canada. Donc, on a déjà commencé à exporter nos produits que nous faisons ici, là-bas, parce qu'il y a la communauté qui demandait, il y a des mamans qui y étaient intéressées. Donc, on commercialise déjà là-bas, mais on veut faire les choses bien. Donc, ça sera d'avoir les agréments qu'il faut et puis produire sur place. Donc, en gros, développer la marque au Québec, ramener de nouveaux produits en Côte d'Ivoire qui pourraient servir à notre communauté. Vraiment copier ce qu'on peut copier de bon là-bas. Exactement. Et l'emmener chez nous. Exactement. Voilà. Et développer cette relation Côte d'Ivoire-Canada, cet échange entre les deux pays. En tout cas, nous, on te souhaite plein succès déjà pour le Oman Dating qui va se tenir où exactement? Au domaine de la Coulée Verte, à la 7e tranche, qui n'est pas loin de, je pense... Ce n'est pas loin de IBSA, l'école IBSA. Et quel numéro on peut joindre? Vous pouvez nous contacter au 07 40 01 98 à 07. Franchement, j'ai tout oublié. 07, au fur et à mesure, de toute façon, on va le mettre le numéro. Mais ils peuvent, en tout cas, c'est vrai que c'est sold out, mais n'hésitez pas à rejoindre la communauté Oman sur Facebook. Vous tapez O accent circonflexe MAN. Et également, vous tapez aussi Melissa Fatombi Koulibaly sur les réseaux sociaux que vous allez retrouver avec sa communauté, avec ses enfants, sa vie au Canada, ses produits et tous les business qu'elle développe. C'est une femme super active, c'est une femme empathique et qui aime son prochain et qui est toujours disponible. Tu as un dernier mot et tu rentres quand D'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine? Ah, mais c'est vite arrivé, là. Oui, parce que j'ai laissé les enfants avec monsieur. C'est vrai. Monsieur, il est autonome. Il est autonome. Il a guéri. Alors, c'est un dernier mot pour nos auditrices et auditeurs. Si je veux dire quelque chose, moi, j'ai envie de parler à une maman qui m'écoute. Une maman qui se cherche, une maman qui se dit, écoute... c'est fini, j'ai des enfants, je peux rien faire et tout. Non, tu peux. Tu peux, et quel que soit le lieu où tu te trouves, même si c'est en Côte d'Ivoire, même si c'est en Europe, même si c'est dans la sous-région, tu peux. Faut pas te donner des limites. Parce que des gens sont passés par là, elles ont réussi et elles essaient de s'épanouir. Donc, fais ce qui peut te rendre heureuse. Faut pas troquer son bonheur. Voilà. Faut pas troquer son bonheur. C'est une très belle conclusion, une phrase très inspirante et je sais qu'il va résonner auprès de vous, chères dames, chères demoiselles, et n'hésitez surtout pas à croire en vous et surtout à ne pas vous laisser aller. C'est très important. On n'a qu'une seule vie et il faut en profiter et surtout faire éjaillir ce bonheur auprès de votre famille. Merci Melissa. De rien. C'est un plaisir de te recevoir et on espère que tu vas bien profiter d'Abidjan. Oui, j'ai déjà commencé. J'imagine. Je pense tout de suite à l'acheter quelques poissons et tout. Le même jour que c'est arrivé. Je vais pas déposer mes valises. Le placali, je t'ai vu au placali à bourrer et tout. Ben ouais, tu as inauguré en même temps. En même temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, et je vous dis à bientôt, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes toujours sur Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter le parcours d'une nouvelle invitée. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, Woman Up, vous retrouvez nos actualités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous restez connectés sur la 107.7 Live Radio, la radio comme tu l'entends. Excellent week-end.